Ok, bonjour, bienvenue à tous. Donc, on est sur la capsule 431 sur la distribution gaussienne. Donc, je vais partager mon écran. Ok, donc on va parler un petit peu de la loi normale. Donc, c'est la première loi que je vais décrire dans cette série de capsules 43, où on va parler des différentes lois de proba. Donc, je vais revenir sur la loi normale, puis sur trois autres types de lois par la suite. Donc, la loi normale reste la loi la plus importante pour décrire euh, les, les, les distributions, en particulier les distributions d'erreurs. Donc, ça a été traduit comme une loi des erreurs. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle la loi normale. Donc, c'est une loi qui avait été proposée par Gauss, euh, donc qui propose qui décrit la distribution des erreurs. Donc, elle va exister en dimension 1, mais ce qu'on va voir, c'est qu'elle existe aussi en dimension 2. Donc, je peux avoir des vecteurs gaussiens. On le verra un peu par la suite. Donc, Gauss avait introduit cette distribution comme distribution des erreurs. Donc, elle a été beaucoup utilisée en physique, en astronomie et dans pas mal de disciplines. Mais elle est arrivée aussi en sciences sociales il y a plus d'un siècle. Donc, on l'a vu arriver avec Quetelet en particulier, qui a proposé de montrer, qui avait montré que la distribution gaussienne, on la retrouvait partout. On l'a retrouvée sur la taille des individus. Et on va la retrouver à peu près à la même époque chez Galton, donc dans un contexte un petit peu dépassé, je pense, de génisme, mais qui a regardé, par exemple, la distribution, euh, donc il avait travaillé sur des notions de quotient intellectuel, sur des notions de richesse et ce genre de choses. Et donc on avait cette distribution. Donc ici, donc c'est un article de Galton. Donc on voit euh, euh, donc une histoire de génétique, de richesse génétique, quelque chose comme ça, qui va être distribué suivant une loi normale. Donc on a un individu moyen qui se trouve au milieu. Ce qui intéresse Galton, c'est plutôt les cas un peu extrêmes et de personnes soit très intelligents, les génies, tout ça. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment plutôt la partie de droite dans l'échantillon. Euh, mais donc il avait dès le départ cette idée de loi normale, donc à la fois sur les criminels à gauche et sur les génies à droite. Okay. Euh, et assez rapidement, en fait, Galton a eu l'intuition que cette loi normale permettait de décrire beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et donc, il s'est mis à l'exploiter. Donc, historiquement, l'utilisation de la loi normale en sciences humaines était un peu controversée. Euh, et fait dans un contexte un peu particulier, mais on va la retrouver et elle va prendre de l'importance assez énorme, et en particulier pour tous ceux qui ont vu un petit peu les choses sur les quotients intellectuels, par exemple, on va retrouver ces courbes de loi normale assez régulièrement. Donc la loi normale, elle se caractérise par sa densité. Okay. Donc je renvoie aux capsules sur les densités des lois. Donc les densités, c'est des choses. Les densités servent essentiellement pour faire du calcul intégral et pour calculer des probabilités. Donc une probabilité, ça va être euh, l'air sous la courbe. Donc ici, j'ai ma densité de loi normale. Ben, je peux calculer l'air qui va se trouver ici. C'est la probabilité d'appartenir à un intervalle AB. Okay. Donc ce qu'on dira, par exemple, c'est donc ici, je vous ai fait la loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma. Donc on dira qu'une loi normale, elle est comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma, avec une probabilité qui est l'air qui se trouve entre ces deux valeurs-là, qui est en gros de 2 tiers. D'accord. Donc la probabilité pour qu'une loi normale euh, appartienne à l'intervalle mu plus ou moins sigma, c'est à peu près égal à 2 tiers. Ok. Si jamais je regarde à plus ou moins 2 fois sigma, ce qu'on a un peu montré, c'est que c'est à peu près 95%. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilisera abondamment quand on fera des intervalles de confiance. Donc on sera sur la valeur centrale plus ou moins 2 fois l'écart type dans 95% des cas. D'accord. Donc la loi normale, elle est définie, donc elle est donnée par sa densité. Donc la densité, on va retrouver, alors j'insiste essentiellement sur ce terme-là. Le terme là, c'est un terme de normalisation. Encore une fois, on veut que l'intégrale de f de x dx soit égal à 1 quand j'intègre entre moins l'infini et plus l'infini. Donc ça, c'est juste un terme de normalisation pour que l'air soit égal à 1. Mais on voit surtout apparaître donc cette exponentielle et on a la distance à la moyenne élevée à la 2. D'accord. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est l'exponentielle de moins x à la 2, quelque part. Et j'ai ce facteur mu qui intervient pour centrer, le facteur sigma qui intervient de manière multiplicative. Donc si on regarde, on a cette, cette propriété qui est que
je peux centrer et réduire mes variables. Donc ça, on le fera abondamment, en particulier quand je vous ferai de l'analyse multivariée. Pour pouvoir comparer, ça peut être intéressant de centrer et réduire. Mais c'est aussi ce qu'on fait quand on fait des tests. Quand on fait des tests, on ne regarde pas juste la différence, on va prendre une différence qu'on va normaliser. D'accord? Donc, prendre X sur son écart type, ça normalise, ok? Mais je peux aussi décaler par rapport à la valeur moyenne. D'accord? Donc, X moins mu sur sigma, ça suit une loi normale centrée réduite. Okay, qui est une loi assez classique. Donc, quand on aura des données multivariées en particulier, on s'amusera souvent à centrer et réduire toutes nos variables juste pour que les ordres de grandeur soient comparables. Voilà. Et je renvoie là aussi sur ce que j'avais raconté sur les distances. C'est lié à ce qu'on appelle la distance de Mahalanobis, donc qui revient à centrer et réduire nos variables. Alors, la loi normale, c'est pour ceux qui ont la chance d'être plus anciens. Historiquement, dans les livres de proba et de stats, c'était toujours accompagné par des tables comme celle qu'on a à droite ici, qui sont ce qu'on appelait les tables de loi normale. Donc le problème des lois normales, c'est que la densité est jolie, mais la fonction d'impartition, elle est très très laide. La fonction d'impartition, je ne peux pas vraiment vous dire ce que c'est. C'est juste une intégrale, et voilà, il n'y a pas de forme simple. Donc si vous remontez dans les articles de statistiques, il y a une centaine d'années, il y avait beaucoup de discussions sur comment approcher cette intégrale. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu dépassé, on a des logiciels pour faire des calculs et ça marche relativement bien. Mais l'idée, et en particulier, c'est intéressant, je vous renvoie aussi sur les capsules sur les quantiles, parce que souvent, ce qu'on cherchera, c'est des quantiles. On se demande quelle est la probabilité pour qu'une loi normale centrée réduite soit plus petite ou égale à un certain petit z, et je voudrais que cette probabilité, elle vaille par exemple 90%. Okay, dans ces cas-là, je vais aller chercher dans cette table la valeur. D'accord? Donc ça, c'est ma fonction de répartition f de z. Et je voudrais avoir certains niveaux de quantile. Donc en particulier, on va chercher les probabilités d'ordre de 95%, 97,5%, 99%. Okay. Et en fait, certaines valeurs, elles sont dans les tables. D'accord? Donc c'est ce que ça vous raconte ici, c'est qu'une loi normale centrée réduite, il y a 95 chances sur 100 pour qu'elle soit plus petite que 1,64 et 97,5 pour qu'elle soit plus petite que 1,96. Okay. Donc ça, c'est des ordres de grandeur qu'il faut retenir parce que c'est ce qu'on va retrouver partout. Alors, moi, je vais toujours l'approcher à 2. Okay. Encore une fois, cette petite différence à 0,04, elle ne m'intéresse pas trop. Okay. Mais voilà, on est proche de 2. Disons, une loi normale est plus petite que 2 dans 97,5% de cas. Donc ça, c'est une grandeur qu'on utilisera abondamment quand on fera des intervalles de confiance. Alors, d'où elle vient cette loi normale? En fait, elle a été proposée par Gauss, mais elle existait avant. Elle existait avant parce que, en fait, elle apparaît comme théorème limite dans plein de choses. Donc, je vous renvoie là aussi sur ce que j'ai fait sur le théorème central limite. Je vous ai mis ici la planche de Galton, que vous avez forcément déjà vu si vous avez déjà fait un musée des sciences. La planche de Galton, c'est une planche avec des clous. Okay, vous prenez une bille, la bille, elle tombe, et dès qu'elle tombe sur un clou, elle a une chance sur 2, soit d'aller à gauche, soit d'aller à droite. Dès qu'elle va à gauche, elle va rencontrer un autre clou, elle va à gauche ou elle va à droite. Donc, à chaque fois qu'une pièce ou qu'une bille tombe, soit elle va à gauche, soit elle va à droite. Donc la question qu'on peut se poser, c'est combien de fois est-ce que la bille a décidé d'aller à droite? Donc ici, c'est le fait d'aller à droite. Okay. Donc ça, c'est ce que je noterai 1, puis quand je vais à gauche, je joue au 0. D'accord? Donc quand je veux regarder le nombre de fois où je suis allé à droite, je somme mes xi. D'accord? Donc on peut montrer que si jamais je vais à droite avec une probabilité P ou à gauche avec une probabilité A-P, cette grandeur-là, c'est ce qu'on appelle une loi binomiale. Okay. Donc ça s'écrit sous cette forme-là, peu importe. Disons que c'est quelque chose que je connais bien. Et ce qu'on peut montrer, c'est que quand n est relativement grand, on récupère à peu près une loi normale. Et en fait, ça correspond à la courbe qu'on observe ici. Donc la courbe qu'on observe ici, elle ressemble à une loi normale. Et en fait, théoriquement, c'est effectivement l'approximation. C'est que si jamais vous avez une planche qui est relativement grande, donc avec beaucoup de choix possibles de billes, dans ces cas-là, l'endroit où vous allez vous trouver, ça suit à peu près une loi normale. Donc, le nombre de fois où vous êtes allé à droite, on peut montrer que ça suit à peu près une loi normale, n fois p. Donc, p, c'est la probabilité d'être allé à droite à chaque coup. Donc, si jamais vous avez 100 clous que vous pouvez rencontrer, 100 étapes, vous avez 100 fois, peut-être 1,5 si jamais les clous sont bien positionnés et vous font tomber de manière répartie à droite ou à gauche. Okay. Et vous avez la variance. Okay. Donc, si jamais vous êtes bien sur du 1,5, dans ces cas-là, vous êtes centré sur la moitié de votre table, de votre planche, et vous êtes symétrique des deux côtés. Okay, donc ça, c'est un théorème limite.
mais qu'on peut interpréter d'un point de vue physique en tout cas. La loi normale, elle a une propriété intéressante, c'est que quand vous sommez des variables gaussiennes, quand elles sont indépendantes, la somme de lois normales, ça suit encore une loi normale. Donc ça, c'est une propriété importante, c'est ce qu'on appelle une stabilité par addition. Et le fait d'être stable par addition fait que ça va être une loi qui devra apparaître assez naturellement quand on fait des moyennes. Une moyenne, c'est une somme. Okay. Donc si jamais j'avais un ensemble de variables, x1, x2, x3, xn, okay, qui étaient toutes de même moyenne et de même variance, si jamais je m'intéresse à la somme ou à la moyenne, d'accord. Donc si jamais je m'intéresse à la somme, dans ces cas-là, je devrais assez naturellement, si jamais j'ai des variables gaussiennes, récupérer des lois gaussiennes à la fin. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle les théorèmes de points fixes. Okay. Si jamais je veux obtenir quelque chose comme une théorème de limite, il faut qu'elle soit stable par addition. Okay. Donc en fait, on voit assez naturellement apparaître la loi normale. Donc ce qu'elle veut dire, c'est la chose suivante. Donc ça, c'est le théorème central limite. Le théorème central limite vous dit, si jamais vous avez des observations qui ont la même moyenne et qui ont une variance finie, alors dans ces cas, ce que vous pouvez montrer, c'est que, et j'ai oublié de diviser par n ici, la moyenne empirique, xn bar, elle tend vers une loi normale. Mais encore plus intéressant, si jamais je normalise par racine carrée de n, racine carrée de n x bar n moins mu, ça tend vers une loi qui est dite une loi non dégénérée. C'est de dire que le graphique de gauche me montre l'évolution de x bar. Okay. Donc ici, j'ai fait des tirages de loi n01. Donc on voit que x bar tend vers la moyenne. Okay. Donc plus j'avance, plus je vais être proche de cette valeur moyenne. Mais en fait, si jamais je multiplie par racine carrée de n, en fait, on voit qu'on récupère des lois qui sont des lois non dégénérées. Et en fait, si jamais je faisais la distribution de l'histogramme à n'importe quel temps, je devrais récupérer des lois normales comme ça, sans très réduite. Okay. Donc ça, c'est ce que ça nous raconte, c'est le fait qu'on récupère des lois normales. Okay. Donc en normalisant correctement, en normalisant avec un racine carrée de n, on peut montrer que la moyenne, en fait, elle a une loi qui ne tend plus vers 0. D'accord. Donc on a une loi qui est cette loi normale, okay, qui est le cas de droite. Donc c'est ce qu'on appelle un problème de normalisation de moyenne. D'accord. Donc la vitesse de convergence, elle va être en racine carrée de n. Donc on tend rapidement, donc c'est ce qu'on observe sur le graphique de gauche, on tend vers la moyenne à une vitesse qui est en 1 sur racine de n. Ok. Autre chose, cette loi normale, elle existe en dimension plus grande. Donc je peux vous le définir pour une loi avec une seule composante, mais je peux vous le définir pour des lois multivariées. Donc comment est-ce que je transforme? Donc encore une fois, j'avais mon y moins mu 1 à la 2 divisé par sigma 2. Je vais pouvoir le définir en multivarié en disant une variable à la 2, je peux l'obtenir en disant que je fais tout simplement sa distance euclidienne. Donc je vais récupérer du x moins mu transposé x moins mu. Okay. Et la seule chose, c'est qu'au lieu de. Je voulais diviser par la variance, je ne peux pas vraiment diviser par la variance parce que c'est une matrice. Donc en fait, j'intercale ici mon sigma moins 1. Okay. Donc c'est exactement la même chose qu'auparavant. On oublie ça, c'est un facteur de normalisation. On a l'exponentielle. Et ensuite, on récupère quelque chose, mais qu'en fait, la distance de Mahalanobis, en fait, entre mon point X et ma moyenne. D'accord. Donc, ce qu'on peut montrer, c'est que cette loi, elle a pour moyenne mu et pour variance sigma. Ok. Alors, si vous voulez le représenter en dimension 2, donc en dimension 2, ma moyenne mu, c'est un vecteur. Et ma variance, c'est quelque chose qui va être en sigma x à la 2, sigma y à la 2. Puis ici, j'ai un terme de corrélation. Rho sigma x, sigma y. Et le terme qui va se trouver là, c'est rho sigma x, sigma y. Okay. Donc j'ai mes deux termes de variance, sigma x, sigma y, puis j'ai un terme ici qui est mon terme de corrélation. Donc ce qu'on observe, c'est que cette expression va s'écrire de cette manière-là. Et en fait, donc je vous renvoie à la partie que j'avais faite sur les matrices. En fait, ce truc-là, c'est une forme quadratique. Okay. Et donc les courbes de niveau vont être des ellipses. Voilà. Donc j'avais fait une petite discussion là-dessus dans une série de capsules sur l'algèbre linéaire. En fait, on récupère des ellipses. Alors, juste pour que vous le visualisez, c'est ce qu'on observe ici. Donc voilà un vecteur gaussien, et ce qu'on observe, c'est que les courbes de niveau, ce sont des ellipses. Okay. Donc là, on a une corrélation qui est négative. Donc en l'occurrence, moins 0,7. Okay. Donc ça veut bien dire que si jamais ici j'ai mon x, ici j'ai mon y, si x est grand, donc relativement grand, donc si je me trouve plutôt par ici, dans ces cas-là, au contraire, mon y, il est plutôt petit. Okay. Corrélation négative. Okay. Ici, je suis dans le cas indépendant. Si je vous donne une information sur x, ça vous apprend strictement rien sur y. Et ici, j'ai plutôt une corrélation positive. Okay.
Donc ça, c'était discuté un tout petit peu dans la section, encore une fois, de la capsule d'algèbre linéaire. Il y a des liens avec donc ce qu'on va appeler les axes de notre ellipse, okay, qui vont être liés directement à notre corrélation. D'accord. Donc quand vous avez un vecteur gaussien, donc quelque chose qui est gaussien bivarié, vous allez récupérer ces courbes de niveau qui sont des ellipses. Voilà. Donc ça, c'est pour la loi normale. Donc souvenez-vous juste qu'il y a toujours cette loi gaussienne et que je peux les définir en multivarié aussi. Et juste pour conclure, j'avais juste un petit dernier transparent, c'est juste pour définir un objet qu'on utilisera par la suite, c'est ce qu'on appelle la loi du qui 2. Je vais juste remonter un tout petit peu. Voilà. La loi du qui 2, elle avait été introduite par personne. Et la loi du qui 2, je l'obtiens comment? Tout simplement si vous avez des variables qui sont gaussiennes, M01, okay, et que vous amusez à sommer les carrés de ces variables gaussiennes, vous récupérez cette loi qui s'appelle une loi du qui 2. Donc ça va intervenir en particulier si je vous dis on va calculer la variance. Okay, je vous rappelle que la variance de mes z, comment je le calcule? Je vais dire tout simplement que je fais la somme de mes zi moins z bar. Ou z bar, comme j'ai des variables qui sont centrées, je peux même dire, allez, je vais remplacer par la vraie valeur. Okay, donc je sais que c'est 0. Et j'ai f ça à la 2. Okay, donc ça vous donne, en l'occurrence, je fais ça sur k. 1 sur k, la somme de ces zi à la 2, ça vous donne un estimateur de votre variance. Okay, donc si j'essaie d'avoir la distribution de ma variance, donc on voit apparaître quelque chose qui est la somme des zi carrés. Cette somme des zi carrés, on sait que ça a une certaine loi, et c'est la loi qu'on observe à droite ici. Okay. Donc par exemple, quand vous avez 4 observations, vous avez une loi qui ressemble à ça. Okay, cette courbe bleue, bien sûr j'ai écrit en rouge, donc on ne voit plus rien, mais voilà. Et petit point intéressant, c'est que cette moyenne, cette loi, elle a une moyenne qui est égale à k. Donc quand vous sommez k loi normale centrée réduite, vous allez être centré sur 4. Donc c'est pas exactement le mode. Hein. Quand vous êtes sur 4, la moyenne, votre moyenne, elle est ici. Okay, donc la moyenne de votre courbe bleue, elle est en 4. Okay, même si le mode, il est plutôt en 2. D'accord. Donc le mode, c'est pas la moyenne. Okay, la moyenne, elle est un peu décalée parce qu'encore une fois, vous avez une loi qui est assez étendue sur la droite. Okay. Donc gardez juste en tête cette loi du qui 2 parce qu'on la verra apparaître quand on fera des tests, et en particulier les tests construits sur la variance, okay, puisque c'est la loi de la variance en fait qu'a introduit Pearson ici. Okay. Donc gardez bien en tête la loi gaussienne parce que ça va être une des lois les plus importantes en stats, le fait qu'on soit distribué autour d'une valeur moyenne avec une certaine dispersion. Okay. Je vais m'arrêter là et on se retrouve pour d'autres lois très bientôt.